Hello les livresques, bienvenue dans votre émission Portrait livresque, l'émission qui explore le monde de la littérature et des idées. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Alors que le VIH-Sida continue d'affecter des millions de personnes dans le monde, il est important de reconnaître l'impact que cette maladie a eu ou encore a sur la société et sur la communauté littéraire. La littérature a joué et joue encore un rôle crucial dans la sensibilisation et la compréhension du VIH-Sida. De nombreux auteurs ont abordé ce sujet délicat à travers leurs œuvres, partageant ainsi des récits poignants, des expériences personnelles, des réflexions profondes sur la maladie et ses conséquences. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une œuvre littéraire dont les écrits sont remarquables et qui contribuent à éduquer, informer et inspirer le public. Dans ce 10e numéro, nous mettons en lumière le roman Madame Amour Sida ou La voleuse de vie d'Isabelle Léa Ozuma. En 2013, la romancière gabonaise signe son premier roman Madame Amour Sida ou La voleuse de vie aux éditions Odem. Ce roman explore les répercussions du VIH-Sida. En mêlant réalité et fiction, Isabelle Léa Ozuma offre une vision nuancée de la maladie, de la stigmatisation et de la quête de compassion et de solidarité. Je vous invite à vous embarquer dans ce voyage livresque avec l'auteur au centre de notre émission. Ensemble, nous allons découvrir Madame Amour Sida. À quoi ressemble-t-elle? De quoi est-elle faite? Comment trompe-t-elle? Et comment s'invite-t-elle dans la vie des gens? Suivez-moi pour découvrir ou encore pour répondre à toutes ces questions avec l'auteur à mes côtés. Bonjour Isabelle Léa Ozuma. Bonjour l'Orchidée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On dira coïncidence par rapport à la couleur que nous avons adoptée aujourd'hui. Ah oui, on pourrait parler de coïncidence, mais par rapport quand même à la thématique du jour, oui, nous sommes dans le thème. Bien sûr, nous sommes avec Isabelle Léa Ozuma. Nous parlerons bien évidemment de son livre Madame Amour Sida ou La voleuse de vie. Isabelle Léa Ozuma, partagez-nous un peu le déclic ou encore les tréfonds de votre livre. On souligne à nouveau que c'est son premier livre. Oui, c'est mon premier livre. Alors, il n'était pas écrit pour être édité. Un journal intime que je tenais depuis, on va dire quoi, je ne sais pas, toutes les jeunes filles en ont. Et je ne sais pas si aujourd'hui elles en ont, mais je tenais ce journal intime. J'avais une amie, sœur, qui au fil du temps a contracté le VIH-Sida. Je ne savais pas. Elle ne me l'avait jamais dit. C'était lors d'une situation, on était dans la rue en train de nous balader, faire du shopping. Elle s'est écroulée. Elle a perdu connaissance en fait. Et puis j'appelle son ami. Il me dit non, amène-la à l'hôpital. Il m'a indiqué l'endroit. Et quand on y va, je ne réalise pas en fait l'endroit exactement. Mais on est à l'hôpital. Il arrive très vite. Et puis, il se charge de tout. Tout se passe relativement bien, on repart à la maison. Et il y a encore une seconde fois où ça se répète. Et puis, je lui dis, mais ça ne va pas ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe? Tu perds en fait de l'éclat, tu es faible. Bon, elle me dit, non, ça va aller. Mais c'est après que j'ai réalisé en fait que, mais là, on allait régulièrement, c'était le CTA. Et le CTA, c'est bon. Le centre ambulatoire, voilà. Ça m'a pris du temps pour réaliser que, mais si on y va, c'est que effectivement, elle est porteuse de VIH. Donc, elle n'arrivait pas à me parler. J'ai été touchée, j'ai été profondément affectée. Et puis, j'ai mis fin à notre amitié comme ça, parce que j'étais blessée. On peut pas être ensemble régulièrement et puis tu ne me dis pas en fait ce qui t'affecte. Mais après un an, je suis allée faire la formation en 2006 pour l'accompagnement des PVVIH, donc l'accompagnement pastoral. C'est au sortir de cette formation que j'ai compris qu'en fait, il fallait beaucoup de solidarité pour ces personnes. Et en fait, ce sont des phases de cette maladie où il y a le déni,
Et par la suite, si la personne a accepté la maladie, il faudrait qu'elle arrive maintenant à le dire à son entourage. Se confier. Voilà. Et c'est une étape extrêmement difficile parce que on se culpabilise, on accuse les autres et bon, on est dans une sphère de culpabilité qui en fait amène même à repousser les autres. Mais quand les autres sont au courant de la réalité, il y a la stigmatisation et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai stigmatisée en m'éloignant d'elle. Donc après, je suis repartie et j'ai continué à tenir mon journal intime. Et bon, jusqu'en 2010, 2011, 2012, elle décède. Elle décède et moi aussi par la suite j'ai senti comme si j'allais mourir en fait. Je me sentais mourir, vraiment partir, hein. Et je me suis dit bon, si je dois mourir, si telle est la volonté de Dieu, alors il faudrait que je laisse quelque chose, une œuvre qui va aider les personnes qui seraient dans cette situation de maladie et d'autres personnes pour justement lutter contre cette maladie. Qu'est né le roman Madame Amour Sida. Ou la voleuse de vie. Ou la voleuse de vie. Pourquoi Madame Amour Sida, le titre? Ce n'était pas d'abord ce titre-là au départ. Au départ, c'était un autre titre, mais il ne m'a pas convaincue. Ce n'est que la veille du jour où j'allais apporter le manuscrit ou le tapuscrit à l'éditeur, dans aux éditions Odem, que en relisant, je me suis dit, ce titre ne me convainc pas. Ouais. Et pardon, j'ai réfléchi, il y a eu comme une inspiration et puis c'est arrivé Eureka, c'est ça, Madame Amour Sida ou la voleuse de vie. Pourquoi? Mais parce que en fait, Madame Amour Sida, c'est une dame, c'est un homme, c'est une, on va dire, féminisation de la maladie. La maladie, c'est le féminin. Mais quand on dit Madame Amour Sida, on a comme l'impression que c'est seulement la femme qui porte la maladie. Oui, voilà, mais c'est pas le cas. En fait, c'est Madame Amour Sida, c'est-à-dire pourquoi pas monsieur, je lui donne Monsieur Amour Sida, pourquoi pas. Mais pour question peut-être de style, de résonance. Non, j'ai choisi spécialement parce que la première victime qui est susceptible de tomber, c'est l'homme. C'est l'homme, alors il fallait que je mette en face de lui une femme, personnification du sida, et effectivement il est tombé, l'homme est tombé. Donc en fait, j'ai mis tout simplement la voleuse de vie, en fait. Voilà. Parce qu'on a comme l'impression que vous donnez beaucoup d'aisance à cette maladie. Mais elle est là, hein. Elle est là, elle s'impose à nous et elle fait ce qu'elle veut, elle détruit comme elle veut. Donc cette dame, elle n'a pas de limite en fait. Bien sûr, Madame Amour Sida est plus qu'une censure. Donc, et on va en venir aux personnages centraux du récit. D'accord. Et on tombe avec l'homme frivole, Monsieur Femme, qui est Maurice Azéva. Voilà. Et à côté, on a Amour Agapé. Pourquoi l'amour agapé avec Eva Condé, représenté par Eva Condé? Amour agapé. Alors, tout part déjà de ma foi chrétienne, d'accord? Et j'ai voulu opposer deux côtés oui. qui s'imposent à l'être humain, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc, on choisit d'être une personne valeureuse, ou alors on décide d'être une personne libre, à la limite qui va vers le libertinage, une personne libertine. Et c'est le cas de Madame Amour Sida. Donc j'ai voulu opposer à Madame Amour Sida, Madame Amour Agapé. Voilà, Eva Condé. Et lui, Maurice Azéva, va se retrouver entre ces deux femmes-là et il faudra qu'il choisisse entre les deux. Bien sûr. Il a fallu que le père de Maurice lui dise que non, c'est là où est ton bonheur. Le choix difficile. C'est là le choix difficile. Donc, elle aussi, elle a sa part
de faute, Oui. de faute, parce que quand même, quand tu as un bien, il faut savoir le préserver, il faut savoir guider, il faut savoir dire stop, là tu es allé trop loin. Ce qui n'a pas été son Ce cas. qui n'a pas été son cas. Elle a peut-être été trop Taciturne. taciturne. Et puis, bon, moi, je dis, c'est quand même une fausse interprétation de la patience qui est recommandée, sinon commandée par les Saintes Écritures. Hein, la femme est patiente, elle est, voilà, enfin, la femme, l'amour est patient, l'amour Pardonne tout, supporte. tout. Oui, mais il faut quand même recadrer. Qui aime bien, châtie bien. Bien sûr. Maintenant, il y a la manière, évidemment. Elle a manqué à ça. Avec Amour Agapé, c'est Eva Condé. C'est elle qui vient redonner vie, on peut le dire, à Maurice Azeva, Monsieur Femme, qui croise malheureusement le chemin de Madame Amorsida. Et ma question s'oriente vers le fait que vous avez donné un autre chemin à Monsieur Femme. Pourquoi ce cheminement? Pourquoi ce cheminement? Parce que il fallait sortir de la douleur, de la tristesse et de la fatalité. Non, mais excusez-moi, par rapport au début du récit, Oui. on ne ressent pas, vraiment pas trop de douleur, en fait. C'est trop de légèreté. On ressent pas, en fait, Madame Isabelle et Ozumé dans son texte. Donc, du coup, est-ce qu'il ne méritait pas vraiment de vivre un peu cette déchirure? Bon, oui, il le méritait. Ça, c'est nous en tant qu'humains, d'accord? C'est un frivole, il brise les cœurs, il est, en tout cas, celui-là, il mérite de souffrir et ce serait bien qu'il soit dans cette maladie. Mais j'ai voulu également faire ressortir la volonté, une volonté plus forte qui ne dépend pas de nous. Nous, on souhaite, c'est-à-dire la justice humaine n'a rien à voir avec la justice divine, d'accord? On peut passer par des moments vraiment périlleux et là, on se dit, ça y est, je suis foutu, je suis fini, là, c'est bon pour moi, ma vie est finie, quoi. Et puis, bizarrement, il y a une situation qui nous fait sortir, on s'étonne, comment on a fait pour sortir de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième chance, effectivement, et c'est ceux qui arrivent dans cette situation. Bien sûr. Maurice Azeva et Eva Condé s'engagent dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils vont en aide à toutes ces personnes qui souffrent de la maladie. Et comme au plus grand des hasards, on a Mirabel, personnage discret, femme très battante, qui aide, qui épaule son homme. Et aujourd'hui, elle se retrouve comme par hasard porteuse de la maladie. L'auteur ici vous apprend ici à éviter la stigmatisation, la discrimination, et vous invite ici à la solidarité. Parce que les porteurs de VIH-Sida sont très sensibles. Ils se renferment, comme elle disait dans le départ. La partie la plus douloureuse, c'est se dévoiler. On va dire aux autres que nous sommes porteurs. Ce n'est pas facile. Et Isabelle et Ozumé, on se demande, faut-il réagir comme le proviseur qui dit que si moi j'ai un parent malade, je vais l'abandonner? Ou bien il faut être comme Maurice? La meilleure attitude, c'est d'agir comme Maurice. C'est la meilleure attitude. Quoique nos conditions de vie ne nous permettent pas toujours de secourir et de récupérer les personnes malades dans nos maisons. Bon, Maurice, il faut dire qu'il a quand même une vie assez aisée. Et ça a été aussi un plus pour lui de récupérer sa sœur et les enfants en tant que chef de famille. Ce n'était pas facile. Bon, il y a l'autre attitude du proviseur qui dit, en tout cas moi, je devais abandonner. Mais c'est l'attitude de nous tous en fait. C'est l'attitude de tout le monde. Toute personne qui découvre que X ou Y est atteinte de ce virus, en tout cas on s'éloigne. On s'éloigne. Mais c'est pas ça la solution. C'est vraiment pas ça la solution. Et tout part de l'ignorance que nous avions par rapport à cette maladie. On se disait à l'époque que c'était contagieux par le contact. Il suffisait qu'on partage les mêmes plats, on va contracter la maladie. Non, 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 ça n'a rien à voir, pas du tout. Il y a, selon les scientifiques, 3 modes de transmission par les rapports sexuels non protégés. La transmission par le sang et la transmission de la mère à l'enfant. Mais heureusement, aujourd'hui, la science a évolué
Aujourd'hui, la mère a la capacité de ne pas transmettre le virus à son enfant en suivant, à condition de suivre le traitement et de se faire suivre régulièrement par les services compétents. Bien sûr. La meilleure attitude, c'est de soutenir ces personnes. Bien sûr. Nous continuons avec les personnages. D'autres personnages, des personnages secondaires interviennent. Et je vais m'attarder sur les personnages de l'étudiant et de l'élève. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces enfants, de ces jeunes filles qui se laissent aller aujourd'hui? La précarité financière, les conditions économiques des parents qui poussent ces jeunes filles, ces jeunes garçons même aujourd'hui à aller vers des personnes nanties pour subvenir à leurs besoins. La société actuelle est une société de consommation et les enfants sont très exigeants aujourd'hui, les jeunes sont très exigeants. Si le parent ne peut pas m'offrir la dernière paire de baskets que j'ai vue avec mon pote, le dernier iPhone que j'ai vu avec ma copine, ben je trouve un autre moyen. Oui. Et l'autre moyen, très souvent, c'est et pas s'amouracher forcément, non. On va avec quelqu'un qui est nanti, qui peut nous l'offrir. Cette personne, cet homme, cette femme, qui peut nous l'offrir, mais lui, il sait aussi pourquoi il vient vers toi. Voilà. Donc, cette jeune fille se met avec le monsieur qui est le mari de Mirabel. Ils ont une aventure, mais il n'a Dieu que pour elle. Toutes les dépenses, c'est pour cette jeune fille, au détriment de son foyer. Bon, finalement, à qui le tort? Vraiment, moi je dis c'est la société. C'est la société. Oui. Bien sûr. Et on va avec le personnage de l'étudiant, l'expatrié. Il faut le souligner que ce jeune étudiant qui a soutenu déjà son master, et du coup, il se retrouve porteur de la maladie. Vous n'évoquez pas vraiment comment il a contracté la maladie. On a l'impression que il est juste passager dans le roman, juste pour montrer une petite parité. Bon, pourquoi il survole les écrits d'Isabelle Lianzo? Bon, lui, il fallait le déclencheur pour le couple qui sortait de leur formation. C'est bien d'aller faire une formation et puis après on s'assoit à la maison. Mais là, en voyant ce jeune qui vient vers eux, après déjà tout le choc qu'ils ont reçu pendant la formation comme information, parce que c'est waouh. Alors, il se retrouve comme ça, sans avoir bien digéré, devant ce jeune homme. C'était comme l'illustration de tout ce qu'ils ont reçu comme information. Ce jeune qui vient, qui fait déjà la maladie, qui leur demande de l'aide. Non pas de leur donner juste 5 000 francs pour aller dans son pays. C'était pour compléter la somme qu'il avait déjà. Non, mais ça les a anéantis. Et il dit simplement que j'avais une copine qui est décédée, et puis voilà, moi... Il a compris, voilà. Donc, c'était l'élément déclencheur pour les amener à l'engagement. Je pose la question, vous êtes engagé, vous, dans cette lutte. Est-ce que avant de terminer votre roman, vous avez eu des démarches, vous avez eu à côtoyer, à part votre ami, à côtoyer des gens déjà malades? Oui. Par rapport à la formation que j'ai reçue en 2006, c'était en fait dans l'accompagnement pastoral. Donc, ça ne se fait pas dans le bruit, dans les médias, non, non, non. On respecte la confidentialité et la vie privée des personnes avec lesquelles nous travaillons. Donc, au sortir de cette formation, j'ai eu à travailler, et je continue d'ailleurs de travailler avec des personnes vivant avec le VIH/SIDA, mais en église. C'est ça l'accompagnement pastoral, parce que en même temps, on a le traitement des scientifiques et on ajoute dessus l'accompagnement spirituel. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens. Isabelle Léa Ouzouma, vous en tant qu'écrivaine, quelle responsabilité pensez-vous avoir envers la communauté des personnes vivant avec la maladie pour représenter leurs expériences de manière authentique? En fait, le travail que nous faisons auprès de ces personnes,
c'est davantage les amener à l'engagement aussi pour la lutte contre cette maladie, parce que qui mieux que la personne concernée pour la sensibilisation en fait. Voilà. Bon, moi c'est juste l'accompagnement et puis soutenir aux besoins, mais ma responsabilité demeure dans l'accompagnement. Voilà. Mais vous êtes dans l'accompagnement, vous fréquentez ces personnes tout le temps. Est-ce que les gens arrivent aujourd'hui à se dévoiler comme on le voit dans le roman? Ou bien il y a encore... Oui. Oui, parce que en fait, il y a une prise en charge qui est très bien faite et très bien suivie déjà au niveau de l'hôpital. Donc, dès que le premier résultat est sorti, on accompagne la personne et bon, les étapes sont bien suivies. Donc, une fois que la personne est sortie du déni, elle accepte sa situation. Elle peut ne pas informer. En fait, le temps de l'information peut être très long, bien sûr. Très long. Mais l'essentiel est que la personne accepte déjà son état et elle s'engage à se traiter et à travailler en sorte que son entourage ne soit pas également infecté. Voilà. Donc, ça déjà, c'est un plus. Et ils savent maintenant se prendre en charge. Cette journée mondiale, on va se retourner vers notre invitée pour lui demander si elle a un message très spécial à adresser d'abord aux personnes porteuses de la maladie et ensuite à nous autres, au public lambda. Ouais. Alors, le message que je pourrais livrer aux personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est que oui, il y a le traitement scientifique, mais il y a également le traitement spirituel. Il faut associer à cela sa santé spirituelle. Donc, la santé spirituelle passe par justement cette conversion, cette rencontre avec le Créateur. C'est pour moi une situation qui nous ramène vraiment à nos origines, à la création même. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a faite femme ou homme dans cette situation? Et là, on rentre dans une relation intime avec le Créateur et on découvre les choses autrement, on perçoit les choses autrement. Pour les personnes qui sont encore saines, des personnes qui vivent, bon, l'ignorance tue, évidemment, comme on dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance, effectivement. Il faut prendre conscience que la vie est un don précieux. C'est un don tellement précieux qu'il faut la préserver ou le préserver jalousement et éviter des situations compromettantes qui vont nous amener à contracter cette maladie. Par exemple, les rapports sexuels non protégés, qui n'arrivent pas à vivre l'abstinence parce que il y a des stratégies scientifiques déclarées, l'abstinence pour les célibataires, le port du condom pour toute relation intime et les situations de fidélité pour les conjoints. Maintenant, les célibataires qui n'arrivent pas à s'abstenir, utilisons le condom. Bon, encore qu'à ce niveau, les scientifiques nous font savoir que le condom ne peut pas aussi nous préserver à 100%. Donc, soyons prudents et respectons, aidons les personnes qui sont déjà dans cette situation. Bien évidemment, soyons prudents, car l'ennemi silencieux qui tue, c'est Madame Amo-Sida. L'ennemi silencieux qui n'a pas d'âge. L'ennemi silencieux qui n'a pas de visage, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de couleur. L'ennemi silencieux qui nous guette, tapis dans l'ombre à tout coin de rue, dans toutes les maisons, dans tous les endroits où la vie se donne. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Léa Ozuma, un mot à ajouter? Oui, le mot à ajouter, lisons Madame Amo-Sida. En faisant cette lecture, c'est déjà participer à la lutte contre le VIH-Sida.
et on y apprend beaucoup de choses, notamment l'éducation sexuelle de nos enfants. À partir de quel âge devons-nous initier l'éducation sexuelle de nos enfants? Il ne faut pas attendre quand l'enfant a 20 ans, 30 ans pour parler de sexualité, alors que l'enfant a déjà été dévié. Commençons dès le plus bas âge, à partir de 3 ans, 4 ans. Et puis, nous le faisons déjà, en fait. Lorsque nous sommes avec nos enfants à la douche, à la toilette, lorsque nous nommons les parties intimes, c'est déjà ça, l'éducation sexuelle. Ne pensons pas que l'éducation sexuelle se limite uniquement à l'acte sexuel. Non, c'est pas ça. Donc, apprendre déjà à nos jeunes enfants l'importance de leur corps, que leur corps n'est pas un objet, ce n'est pas un instrument qu'on peut échanger pour de l'argent et après on se retrouve dans des situations déplorables. Donc, lisons le livre et participons à la lutte contre le VIH-Sida. Merci. Vous souhaitez déguster Madame Amour Sida ou la voleuse de vie d'Isabelle et à Ozma? Le livre est disponible à Globe, à Pompidou, au Transfo. Alors n'hésitez pas, allez-y, lisez, car la littérature est une tribune vibrante. En cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, nous vous encourageons à se tourner vers ces gens, à écouter les voix des personnes touchées par le VIH-Sida et à poursuivre la lutte contre la stigmatisation, l'ignorance et l'injustice. Ensemble, en continuant à partager des récits, des idées, des expériences, nous pouvons œuvrer à un avenir où le VIH-Sida ne sera plus une menace pour la santé et le bien-être de chacun. Merci de nous avoir rejoints pour ce 1e numéro de Portrait Livresse. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre exploration passionnante du monde de la littérature. Sur ce, je vous souhaite de belles et bonnes lectures à vous. N'oublions pas les gestes viraux. Lisez, partagez, commentez la vidéo. Ciao.